c'est pas bon. Il est probable que cette soirée est en relation avec mercredi dernier, qui était le 6 février, et qui était la journée mondiale contre les mutilations génitales. On n'en a peut-être pas assez parlé, donc c'est bien de pouvoir continuer effectivement, et on ne peut que souhaiter d'en parler plus fréquemment. Alors pour faire un petit point rapide, parce que je ne vais pas vous assommer de chiffres, selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a entre 130 et 140 millions de femmes dans le monde qui ont subi une forme de mutilation génitale. Et chaque année, 3 à 4 millions de filles y sont exposées. Il semble qu'aujourd'hui, environ 55 000 femmes excisées vivent sur le territoire français. Là, je parle sous votre contrôle. Oui, même un petit peu plus. Au moins. 60 000. Plutôt 60 000. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par définir ce que l'on entend par mutilation génitale féminine. Ce sont des pratiques qui aboutissent, je vais peut-être vous laisser parler, mais en deux mots, des pratiques qui aboutissent à l'ablation totale ou partielle, ou encore à l'altération des organes génitaux féminins externes, pour des raisons non médicales. Est-ce qu'on peut donner des précisions sur les pratiques en question, en particulier deux, je crois, qui sont l'excision et l'infibulation? On va faire très simple. On ne doit pas toucher au sexe. Notamment, c'est quelque chose de sacré comme le reste du corps, chez la femme comme chez l'homme. Et dès qu'on touche au sexe de la femme, pour quelque raison que ça soit, c'est une mutilation, c'est un acte qu'elle ne veut pas. Donc la mutilation génitale, je ne sais pas pourquoi tu tiens absolument que ce soit sexuel. C'est pour supprimer le plaisir, c'est quelque chose qui atteint le sexe de la femme. Génitale, elle fera des enfants de toute façon. Donc c'est pour ça qu'on est très attaché à sexuel. D'accord. Parce que ce qui est amputé, c'est pas la génitalité, ça dure, mais le sexuel, c'est très amputé. C'est pour ça. Alors on va faire MSF comme Médecins sans frontières, donc mutilation sexuelle féminine, c'est très très facile à retenir. Donc ça regroupe en fait toutes les pratiques et elles sont très nombreuses. La plus connue c'est l'excision. L'excision, ça consiste à blesser ou à enlever tout ou partie de la partie externe du clitoris. Il vaut mieux le dire comme ça parce que le clitoris c'est un organe qui est finalement très grand, on a fini par le redécouvrir, qui fait 11 cm, qui est presque entièrement caché. Et fort heureusement, les exciseuses n'ont accès à que ce qui dépasse, une partie externe, mais qui est déjà très très importante. Donc la blessure du clitoris s'appelle l'excision. L'infibulation, c'est la blessure des petites lèvres ou une partie des grandes lèvres qui aboutit à une fermeture de la vulve. Donc la vulve est fermée de façon artificielle et définitive. Et il y a à côté de ça un certain nombre d'autres mutilations un peu plus complexes dans d'autres parties de l'Afrique. Il faut dire qu'il y a 62 pays à peu près où on trouve ces pratiques, et pas uniquement en Afrique. Hein, il y en a un petit peu en Amérique latine, en Inde, en Extrême-Orient, etc. Et c'est une partie, en fait, c'est une pratique très répandue. Quand on se balade un petit peu dans les tribus amazoniennes ou dans les hauts plateaux du Vietnam, on retrouve ça et là des peuplades qui se reconnaissent dans une façon de dominer, de mutiler la femme. Donc c'est quelque chose d'assez planétaire et contre lesquels il faut bien entendu lutter. Alors j'imagine qu'évidemment, dans la mesure où il y a quand même pas mal de flux migratoires dans tous les sens, on doit trouver un certain nombre de populations qui pratiquent ces mutilations sexuelles féminines en France également. Alors bien sûr, ces pratiques ont été importées du fait des flux migratoires et elles existent bien sûr sur notre sol. Par exemple, dans la cohorte des femmes que j'ai opérées, un peu plus d'un tiers ont été excisées en France elle-même, et c'est une pratique malheureusement qui continue, qui risque de changer de forme d'ailleurs, parce que avant les médecins, les juristes se sont attaqués au problème, et le pays peut s'enorgueillir d'être le premier à avoir criminalisé cette pratique. Les mutilations se sont d'abord pratiquées quand ils sont arrivés en France sur des bébés. Hein, ils ont beaucoup mutilé les petites filles avant 3 mois. Il y a eu une petite fille, Bobo Traoré, qui est morte, vidée de son sang. Il y a eu 3-4 petites filles qui sont mortes ici en France. Et puis après, à la PMI, on a regardé, donc ils ont arrêté de mutiler entre 0 et 6 ans. Ils ont continué à mutiler entre 6 ans et 11 ans à l'école. Mais à l'école, on a regardé, on a écouté, les petites filles ont parlé, ou même elles n'avaient pas besoin de parler. Quand elles revenaient des grandes vacances et qu'elles étaient mutilées, c'était plus les mêmes petites filles, elles étaient tristes, etc. Et donc, il y a eu des signalements et ils ont arrêté cette pratique-là. Là, tout de suite, maintenant, c'est vraiment une déscolarisation en fin du primaire, avant d'aller au collège, tu vois. Ils ont fini le CM2,
elles partent au pays et dans la foulée, elles vont être mutilées mariées de force. Et elles reviennent à 15 ans et demi enceintes. Et donc c'est maintenant, mariées de force bien sûr, et donc maintenant on fait des signalements quand elles accouchent avant 18 ans à la maternité, et ben, on va faire des signalements. Et donc ça, à chaque fois la pratique se modifie. Beaucoup de gens arrêtent la pratique quand même. Ce que je voudrais dire, c'est que chez les gens d'Afrique subsaharienne, beaucoup de gens vont arrêter cette pratique maintenant. Qu'il y a, dans les années 80, c'était 40% des dames qui étaient mutilées ici. Dans les années 90, 30%. Là, en ce moment, on ne sait pas parce qu'on n'a pas les statistiques sur les enfants mineurs. Mais donc, c'est plutôt quelque chose qui est en train de diminuer pour l'Afrique, pas du tout pour l'Égypte. Et juste encore une chose, à la maternité de Saint-Denis, un tiers des femmes qui accouchent sont mutilées. 3500 accouchements. 1500 dames. Et pour les petites filles qui sont nées en France, donc de deuxième génération, on voit aussi une décroissance du nombre de mutilations. Oui, bien sûr. Moi, ça m'arrive maintenant d'avoir plein d'adolescentes originaires de pays où on pratique la mutilation qui ne sont pas mutilées et qui disent, mais c'est ma mère qui n'a pas voulu. C'est-à-dire que, à la fois, de plus en plus de femmes africaines qu'on rencontre et qui sont là depuis longtemps disent, moi, plus jamais ça pour mes enfants. Beaucoup de femmes disent ça, vraiment. Et je trouve ça extrêmement courageux. C'est-à-dire qu'on leur a fait une vacherie et c'est elles qui arrêtent la chaîne. Et c'est magnifique. Donc, et puis, des jeunes filles, alors là, c'est celles qui ne sont pas mutilées, elles ne voient vraiment pas pourquoi elles seraient mutilées. Et puis, celles qui sont mutilées en étant adolescentes, etc., et qui l'ont découvert assez tard, parce que leur copain leur a dit qu'elles n'étaient pas normales, parce que des choses comme ça, elles sont très fâchées. Et celles-ci, elles disent que vraiment, pas pour leurs enfants. Donc, pour ces filles-là, je crois qu'on a quand même pas mal avancé. Tout est à refaire pour l'Égypte. Alors, vous avez évoqué un peu, Dr Foldès, le côté judiciaire et la judiciarisation de la reconnaissance de cette violence et de cette mutilation. Peut-être que ça serait bien, puisque ici on a un président du GAMS, d'avoir un petit point sur le cadre de la loi justement en France. Que dit la loi par rapport à ces mutilations sexuelles féminines? En fait, ce que dit la loi, c'est que quand une personne est soupçonnée d'avoir mutilé son petit, sa fille, il y a une condamnation de 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Voilà, quand il y a décès de l'enfant, c'est 30 ans de réclusion et 150 000 € d'amende. Ce qu'il y a de bien maintenant, c'est que c'est ce que Mme Linda Velcuriel a obtenu. Donc, c'est que maintenant, il y a des dommages et intérêts versés aux enfants. Donc, chaque fois maintenant qu'une enfant sera mutilée, les parents seront condamnés à lui verser de l'argent. Cet argent, évidemment, c'est l'État qui va le lui verser à ses 18 ans, mais l'État se fera rembourser sur les parents. Donc, il faut que les parents le sachent aussi, ce que sur le plan économique, ils seront aussi frappés. Voilà. Donc, si par exemple, un travailleur social ou un médecin ou une infirmière, enfin, ou sage-femme qui a connaissance, je pense que Mme Pierre a déjà dû le dire, qui a connaissance d'un risque d'excision ou qui constate un cas d'excision et qui ne le signale pas, évidemment, cette personne aussi risque une amende de 70 000 francs, de 70 000 €, et voilà, donc sera aussi condamné. Parce que chaque fois qu'un enfant est menacé de mutilation, la mutilation étant considérée comme un crime, donc on a le devoir, le secret professionnel est levé, et on a le devoir de transmettre une information préoccupante. Voilà. Est-ce que cette loi, la loi française, s'applique pour les mutilations qui sont commises à l'étranger? Absolument, absolument. La loi, depuis 2006, je crois, condamne aussi, quand l'excision est commise à l'étranger, on est quand même condamné, même si l'enfant n'est pas de nationalité française. Si l'enfant réside sur le territoire français, l'enfant est protégé par la loi française et on est condamné. Oui. Et on a 20 ans pour porter plainte après sa majorité. Voilà. Si on a été mutilé petite fille, on peut porter plainte jusqu'à 38 ans contre l'exciseuse ou les parents. Donc on peut se dire que on a beaucoup de moments où on peut porter plainte. Il y a eu des condamnations Oui, on a eu quand même plus d'une trentaine de procès.
Au début, les condamnations se faisaient donc à la correctionnelle, je crois. Et puis après, bon, une fois que Linda a pu prouver que c'était une mutilation, bon, j'allais dire grâce, c'est dommage, mais enfin, c'est après qu'une dame bretonne ait mutilé sa petite fille, donc ça a été considéré comme une mutilation. Et c'est après ce procès, il y a eu jurisprudence, et depuis, on condamne maintenant les mutilations comme aux assises. Enfin, ça passe aux assises. Et tout à fait. Et le dernier procès que nous avons eu, c'était à Nevers, qui a eu quand même un retentissement, puisque c'est un monsieur qui avait fait condamner, qui avait fait exciser ses 2 premières filles, 2 ans après qu'on leur ait expliqué, à lui et à sa femme, donc à son épouse, les dangers de l'excision et que c'était condamné. Ils ont quand même trouvé moyen d'exciser les 2 dernières. Et la dernière gamine a été sauvée grâce aux pompiers, puisqu'elle saignait beaucoup. Donc il a fallu la transporter en urgence, l'endormir sous anesthésie pour réparer les dégâts. On a retrouvé donc des chairs de cet enfant avec du sopalin dans les cuvettes, dans la poubelle. Donc tout cela a prouvé que c'était une mutilation. Malheureusement, il y avait un déni total chez les enfants. C'est ce qu'on peut observer aussi quand les enfants sont conditionnés psychologiquement. Et moi, je l'ai assez mal vécu ce procès parce que je me suis dit qu'on n'a peut-être pas réussi à faire passer le message d'information sur les dangers. Et pourtant, il y a eu quand même pas mal de procès, des retentissements. Et comme le disait Linda, je ne l'ai pas vu, Linda Velcuriel, ah oui, comme elle le disait, il y a un monsieur même qui était dans un foyer qui a dit à sa famille, bon, je vous envoie mes enfants en vacances, mais surtout, ne les excisez pas, sinon je ne pourrai plus vous envoyer d'argent à la fin du mois. Je serai en prison, condamné, et vous serez aussi perdant. Voilà, c'est un exemple que je donne. Mais dans les pays africains aussi, il y a un cadre législatif contraignant à ce sujet-là dans beaucoup de pays. Je crois qu'il y a des lois qui interdisent les mutilations sexuelles féminines dans un certain nombre de pays. Oui, il y a plusieurs pays qui se sont dotés d'une loi. Le problème, c'est que les lois sont votées, mais difficilement applicables. Il est très rare qu'une femme se lève. Il faut comprendre aussi le système familial africain de ces pays, justement, où on pratique l'excision. Souvent, c'est des ethnies assez conservatrices, et donc la femme appartient à un clan familial, elle sort de ce clan avec son nom, elle rentre dans une grande famille avec un nom. Donc, c'est très rare qu'une femme se décide et qu'elle porte plainte, surtout que bien souvent, la décision est prise par les grandes tantes, les grandes sœurs du mari, vous voyez, les tantes, la mère, la grand-mère, et malheureusement, l'épouse ne peut pas s'opposer à sa belle famille. Donc, c'est l'un des aspects qui nous retarde assez. Sinon, quand même, nous avons pas mal d'avancées. Le Sénégal et le Burkina Faso sont en tête, puisqu'au Burkina Faso, on a un numéro vert, donc, où on peut appeler. Le Sénégal aussi. Le Mali a fait un travail avec l'AMSOP. Ils ont fait un travail considérable au niveau des populations. Il y a eu une véritable... c'est-à-dire, il y a eu des personnes qui sont parties à la rencontre, qui est partie avec des mannequins pour montrer comment se passait l'accouchement et les dégâts de l'excision sur l'accouchement pour les femmes. Donc, les déchirures, on avait des mannequins, on a tout montré. Elles avaient des mannequins, elles ont tout montré. Et il y a eu une prise de conscience qui a fait que pas mal de villages du côté de Caille, tout ça là, ont décidé de renoncer d'eux-mêmes. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on arrivera, en amenant les populations à prendre une prise de conscience collective, parce que c'est un problème de société aussi. On dit que c'est un problème de femmes, mais en fait c'est un problème de société, parce que pas mal d'hommes ont grandi en Afrique avec à l'idée, à l'esprit qu'une femme doit être excisée. Dans les ethnies où on excise, on trouve que c'est normal, puisque les garçons aussi subissent la circoncision. Donc ils pensent que c'est... souvent ils ne savent même pas trop ce qui se passe. C'est pour cela qu'il fallait tout montrer, même si ça a choqué pas mal d'hommes, mais il fallait qu'ils voient, et ça a apporté une prise de conscience assez importante, et ils ont
créer des conventions comme ça, collectives, et puis ensemble, tous ensemble comme ça, pas mal de villages ont décidé de renoncer. Bon, on a aussi pas mal d'ONG en Afrique. Au Mali, il n'y a pas de loi. Non, le Mali n'a pas du tout voté de loi. Il faut compter une quinzaine de pays vraiment qui ont des lois. Hein. Par contre, il y a plusieurs pays évidemment qui condamnent, hein, mais ce n'est pas facile. Dans les pays anglophones aussi, en Gambie, il y a pas mal de difficultés. En Sierra Leone, on a beaucoup de problèmes. Et il faut savoir aussi que l'un des soucis majeurs qu'on a, tant au niveau du comité interafricain, dont nous, le GAMS, on est cofondateur, hein, qui existe depuis 1984. Et ce comité interafricain lutte contre toutes les formes de pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme et de l'enfant. Donc, bien sûr, il y a l'excision, mais il y a aussi les mariages précoces et forcés. Et il y a d'autres aussi pratiques qui ont reculé et qui ont disparu, d'autres telles que les scarifications. Mais on avait aussi le repassage des seins au Cameroun. Certaines ethnies le font. Il y a l'ablation de la luette qui se faisait au Niger, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc tout ça, ça fait partie de tout un lot de pratiques traditionnelles qui, évidemment, portent atteinte à la santé des enfants et des femmes. Alors justement, vous lancez la question suivante que je voulais vous poser. De quand datent ces pratiques et quelles sont les raisons invoquées pour les justifier, ces pratiques de mutilation? En fait, les mutilations sexuelles remontent à plus de 6000 ans. C'est ce qu'on en dit, puisque c'est depuis le temps des pharaons, vous savez, ça viendrait d'Égypte. Il semble que ce qui a été dit, c'est que les prêtresses égyptiennes offraient leur partie externe au Nil pour le fertiliser et faisaient vœu de chasteté totale. Voilà. Donc, petit à petit, il y a une récupération de cela et on a commencé à l'imposer aux femmes. C'est pourquoi d'ailleurs dans la corne de l'Afrique, entendez donc l'Égypte, l'Érythrée, la Somalie, tout ça, l'Éthiopie, on pratique encore cette forme de mutilation grave qui consiste à couper clitoris, petites lèvres, une partie des grandes lèvres et à accoler le tout, et en plus attacher l'enfant pour que tout cela reste bien soudé, en ménageant quand même une petite ouverture pour l'évacuation des urines et du flux menstruel. Donc ça continue à être fait. Et bon, c'est vrai qu'avec le combat qu'on mène, ça recule aussi. Et voilà, voilà une des raisons. Oui, vous avez raison. La deuxième raison aussi qu'on évoque dans l'Afrique de l'Ouest, c'est que l'enfant né est un androgyne, est considéré comme un androgyne, à savoir qu'il n'est ni garçon ni fille. Et donc, on va enlever chez le petit garçon ce qu'on considère comme un résidu du sexe féminin, c'est-à-dire le prépuce. Donc, c'est la circoncision. Et chez la petite fille, on va lui enlever ce que l'on considère comme un résidu du membre masculin, c'est-à-dire son clitoris. Sauf que le clitoris est un organe vivant et que si l'on devait faire la considération, ce serait comme si on coupait le sexe de l'homme, tout le gland, en deux, vous voyez. Donc c'est cela. C'est ce qui fait qu'il y a souvent beaucoup d'hémorragie et que pas mal d'enfants meurent. Alors ça, c'est une deuxième raison. Donc il s'agit de socialiser l'enfant, mettre la petite fille dans son clan. En même temps, il y avait les rites d'initiation. Il faut savoir qu'à l'époque, ça se passait sur des tranches d'âge entre 6, 7 ans et 15 ans. Donc c'est tout un groupe de jeunes filles qu'on amenait dans la forêt ou dans le bois sacré. Et pendant ce moment-là, la jeune fille recevait une initiation, une formation pour sa vie future de femme et d'épouse. Oui. Donc ça, c'est le deuxième, voilà, à apprendre la douleur. Et on conditionnait les femmes vraiment en leur faisant croire qu'elles étaient nées pour souffrir. Moi, je dis qu'on n'a aucun contrat avec la souffrance, on a un contrat qu'avec la vie. Enfin, c'était une des raisons. Une autre raison qui remonte à très loin, du peuple Dogon, raconte qu'au début des temps, le ciel, élément masculin, ayant voulu s'unir à la terre, élément féminin, cette copulation n'a pas pu être possible parce qu'une termitière s'est levée empêchant la copulation.
Donc, il a fallu couper la terre mitral. Et c'est pour cela que la femme symbolisant la terre doit perdre son clitoris pour permettre... voilà. Et il y a une autre raison qu'on dit maintenant. Bon, ça, c'est les Bambara souvent qui évoquent ça. Mais à mon avis, c'est encore une récupération de la chose, disant que oui, si la femme n'est pas excisée, le clitoris en touchant le bébé qui va naître, si c'est un garçon, il va mourir, ou l'homme, si jamais il touche le clitoris, il pourra pas, il va perdre ses moyens. Enfin, tout ça, c'est des légendes, des trucs qu'il y a autour. Et une autre raison qu'on évoque encore, à part donc le fait qu'il y a Bilakoro, cette histoire de légende, et le fait d'offrir son sexe au Nil. Une autre raison évoquée au niveau du Nigeria, chez certaines ethnies, ce serait qu'au moment du mariage, parce que là-bas c'est souvent quand la fille est jeune fille qu'on va l'exciser, au moment du mariage, il est important de lui retirer parce qu'au moment de la population, encore une fois, ça peut gêner l'homme. Voilà, c'est à peu près ce que je sais, mais il y a peut-être d'autres raisons. Alors, si on voyage en Afrique, à chaque fois, on va vous donner des raisons différentes. Il y a aussi des raisons de pureté, mais en fait, ce qu'on tient à dire, c'est qu'en fait, tout ça, ce sont des prétextes. En fait, il y a une seule raison qui remonte à un 27e siècle, c'est que l'homme veut contrôler la sexualité de la femme. La sexualité de la femme lui fait peur. Hein. Elle lui paraît supérieure. Déjà, la femme est responsable de la génération du clan. Ce qui est absolument terrible, vous vous rendez compte, c'est la femme qui a le pouvoir de régénérer le clan, qui a sous son responsabilité quasiment intégrale la procréation. Et donc si en plus il découvre que sa sexualité peut, et ils l'ont découvert il y a 27 siècles, nettement supérieure à la leur, c'est-à-dire qu'eux ils ont une petite sexualité, certes ponctuelle, très très bien, mais automatiquement liée à la procréation, et ils ont quand même il y a 27 siècles, découvert que la femme avait une forme de sexualité totalement indépendante, possiblement totalement indépendante de la procréation. Insupportable. Insupportable, perte de pouvoir. Et là, donc, l'homme se venge, et il a trouvé quelque chose pour se venger. Il a parfaitement identifié un organe qui est sans aucun équivalent chez l'homme, un organe purement dédié au plaisir, ce que l'homme n'a pas. Hein. Le pénis masculin, il sert à uriner, il sert à procréer, et aussi au plaisir. Et bien, le clitoris, il ne sert que au plaisir. C'est insupportable. C'est insupportable pour l'homme dominant qui a la force. Et donc, il va créer ce crime, cette ablation de cette possibilité de plaisir. C'est donc bien quelque chose de totalement voulu. Alors, au fil des siècles, on s'est servi de n'importe quel prétexte pour cacher ça. Mais c'est bien, au départ, un crime, la matérialisation d'une domination phallique sur la société. On dit souvent que c'est pour purifier la femme. Hein? Pour qu'elle soit plus sage, pour qu'elle soit calme. Et dans les pays où on excise aussi, il faut savoir que la polygamie est bien vivante aussi. Donc il y a ici Dany, qui est réalisateur burkinabé, et Philippe Baquet, ce sont deux cinéastes qui sont en train de faire un film sur l'excision à la fois en France et au Burkina. Et un groupe de parole, Frédéric Martz, qui anime un groupe de parole de femmes excisées, et Ada et Fatou, qui sont deux magnifiques représentantes de ce groupe de femmes porteuses de parole, qui vont bien nous aider à animer ce débat. Donc on les accueille tous bien volontiers, et je te rends la parole. Juste la question sur les religions, parce que c'est quelque chose qui est très avant les religions du livre, hein, et partout où on s'est installé, les nouvelles religions, ils ont fait avec la coutume. Là où il y avait la mutilation, eh ben, ils ont privilégié la coutume à la religion. Et il y a une très jolie lettre du pape de 1800, au moment où on colonise le Mali, et où les prêtres français écrivent que c'est embêtant parce qu'il y a des pratiques de mutilation sexuelle et que quand même c'est ennuyeux parce que ça a l'air dangereux. Et donc ils vont essayer d'éviter ça. Et puis un nouveau courrier au pape qui dit ben, quand on évite ça, ils ne se convertissent pas. Et le pape répond préférer leur âme à leur sexe. Donc voilà, c'est la même chose qu'on a eu avec
l'islam, qui a aussi choisi de préférer les âmes au sexe, et en disant quelque chose dans une sunna, du genre, si tu le fais, fais-le à minima, mais on voit bien que ça n'est pas quelque chose qui est porté par les religions. Maintenant, on a la même chose chez les juifs, qui ont laissé faire. Maintenant, ces religions deviendraient honorables en réclamant très fort le fait que ça n'est pas dans la religion de le faire, ce qu'ils ne font pas. Aucun. Non, je voulais dire qu'il y a quand même des imams qui ont pris position et qui ont quand même affirmé, ça s'est passé en Gambie il n'y a pas longtemps. Donc, il y a un travail de sensibilisation qui est fait auprès des oulémas. C'est dommage, je n'ai pas amené le document en 2008. Donc, en fait, ils le disent bien que ce n'est pas noté dans le Coran et que le Coran ne le prescrit pas. Seulement, c'est ancré malheureusement dans l'esprit des gens. Et ils sont persuadés, et en fait, c'est une véritable duperie. On a fait croire aux femmes que quand elles ne sont, si elles ne sont pas excisées, elles sont impures. Et donc, ils appellent dans certaines régions l'acte d'exciser la sunna, c'est-à-dire l'acte de purification, alors que, et c'est vrai que dans la religion musulmane, pour prier, il faut se purifier, il faut faire des ablutions. Donc, c'était facile de lier les deux. Et beaucoup de femmes donc, pensent que si elles ne sont pas excisées, elles sont considérées par la religion comme impures. Donc il faut, voilà, donc il faut vraiment déconnecter tout ça et puis bien faire comprendre que la religion musulmane n'y est pour rien, que la majorité des femmes musulmanes arabes ne sont pas excisées, mis à part évidemment l'Égypte, l'Indonésie et puis les Kurdes aussi d'Irak qui sont excisés. Maintenant, bon... C'est vrai qu'on s'en sert facilement de la religion musulmane, alors que aucune religion ne prône... Je voudrais juste compléter ce que tu viens de dire. Il y a eu une grande réunion à Djibouti il y a plusieurs années de cela, où devant une salle d'imams, les femmes ont commencé à protester en disant qu'il faut abolir absolument cette pratique de la mutilation sexuelle, en donnant tellement de détails que les imams étaient un petit peu stupéfaits. Et finalement, leur résolution a été de dire « Ah, parce qu'à Djibouti, c'est l'infibulation. Bon, on abandonne l'infibulation, mais la sunna, c'est-à-dire l'excision, ah non, il n'en est pas question. Et on en est là. » Alors, on a eu une expérience assez étonnante. C'est une assemblée d'imams. C'était à Bamako il y a environ 8 ans, auquel j'ai été invité. Et ils discutaient en fait de oui ou non les mutilations dans le cadre du Coran. Et c'était très intéressant parce qu'ils n'avaient jamais fait parler des experts. Et j'avais été invité un peu pour donner un point de vue médical. Et ils ont d'abord été extrêmement étonnés que je ne sois pas là pour abolir l'excision, être contre eux. J'ai simplement apporté quelque chose de très simple. Je leur ai dit ce que c'était l'excision. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire, l'excision, avant qu'on s'en occupe sur le plan médical, on ne savait absolument pas ce que c'était. Hein. On avait bien des opinions, etc. Et puis, à un moment, c'est quand même une atteinte physique et psychique globale à la personne de la femme, et on ne s'est jamais penché dessus. Et le fait, simplement, d'avoir découvert médicalement ce que c'était, nous apporte énormément de renseignements. Et c'est ça que j'ai été leur porter. Donc ils se sont mis à discuter sur 6 sourates qui peuvent être interprétées dans un sens ou dans l'autre. En gros, effectivement, sur le papier, l'islam et ses textes ne prévoient pas qu'on mutile les femmes, mais il y a sur un certain nombre de sourates des interprétations possibles qui fait que dans les charias locales, les lois coraniques, islamiques locales, certains imams qui veulent une certaine forme de domination pour la femme peuvent les interpréter et faire pratiquer des mutilations. Donc ils ont ce pouvoir réinterprétatif. Mais en fait, le fait de leur dire, voilà, l'excision c'est ça, les a beaucoup étonnés. Je crois qu'on a découvert là quelque chose qui est très important, c'est que maintenant on sait scientifiquement ce que c'est, et maintenant qu'on a une pratique médicale, cette pratique médicale nous sert déjà à démontrer un certain nombre de faits scientifiques et surtout à redonner la parole à ces femmes. Et je suis très très content que le groupe de la parole soit là, parce que finalement, on discute beaucoup entre nous. Il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs qui discutent. Heureusement, il y a beaucoup plus de femmes à la tribune. Mais quand vous donnez la parole à des femmes qui ont fait ce parcours, là, vous allez découvrir
une puissance de parole qui est bien supérieure à ce que nous pouvons dire nous-mêmes. Et je pense qu'il faut de temps en temps dans ces problèmes-là, comme dans les problèmes de violence en général, avant tout leur redonner la parole. Et quand on leur donne la parole, il y a quelque chose qui se passe et le monde bascule dans le bon sens. Je suis une patiente de Pierre Foldès. Ma démarche, en tout cas, pour aller vers ce chirurgien a été très soudaine, puisque j'ai été mutilée dans mon enfance en France, toute petite. Je n'en ai pas un souvenir précis. Tout ce que je sais, c'est que ça a eu des incidences lors de mon développement physique, comme toute jeune fille, mais surtout, ça a eu des incidences lors de la venue au monde de mon enfant. Et ce qui m'a amenée en fait vers la chirurgie, c'est tout simple, c'est un livre, celui de Katou Chagnan notamment, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, et puis le film de Waris Dirie, donc ex-mannequin, qui a fait un film qui s'appelle Fleurs du désert. Lorsque j'ai regardé ce film et arrivé notamment à la scène de l'excision en elle-même à la fin du film, c'était pour moi une évidence. C'est-à-dire que dans la vie, on occulte l'être humain cette faculté de pouvoir mettre de côté des choses terribles. Et heureusement que notre cerveau en est capable, parce que sans ça, des chocs émotionnels dans la vie pourraient nous être fatals. On arrive à occulter et mettre de côté. Et c'est ce que j'ai fait. Mais quand à un moment donné, une souffrance tue, mise de côté, et est en fait là et elle s'éveille, il faut l'écouter. Donc pour ma part, l'excision en effet a été un préjudice moral, physique, tout au long de ma vie de jeune fille. Et ensuite, au moment où j'ai vraiment fait face à ce problème, j'avais des solutions. Donc une psychothérapie, c'est sûr, un suivi, mais aussi du point de vue médical, une réparation, c'est-à-dire la possibilité de retrouver une intégrité physique, pas forcément à 100% celle qu'on m'avait enlevée, parce que ça c'est pas possible, mais en tout cas me ressentir de nouveau dans un corps de femme avec toute son entité. Et j'ai eu donc l'occasion de pouvoir contacter les services de la clinique de Saint-Germain et de rencontrer Pierre Foldès. Même si au début, je ne venais pas forcément pour une réparation, mais j'avais des questions. J'en avais 3, donc que je pourrais vous relater aujourd'hui. J'en avais une, je lui avais demandé déjà ce qu'on m'avait fait. Parce que je ne savais pas que j'avais été mutilée au niveau 2, il y a 3 niveaux. Je lui ai demandé si j'étais un monstre. Tout simplement parce que, du point de vue des professionnels médicaux, ils ne savaient pas souvent faire face, parce qu'ils n'étaient pas préparés à la souffrance que j'avais vécue, et je ressentais quand même une certaine culpabilité de la mutilation qu'on m'avait infligée. Et je lui ai demandé ce qu'on pouvait faire pour moi. Donc il a très bien répondu à cette demande, et aujourd'hui je peux vous dire que je suis une femme dans son intégrité entière. Voilà. J'ai été excisée en Afrique, donc j'étais un bébé de quelques jours, donc j'en ai pas le souvenir. Par contre, je me souviens d'un certain mal-être et de beaucoup de choses qui s'accrochent plus à la psychologie associée à cette excision, auquel j'ai pas forcément pu mettre des mots. Et ensuite avoir enregistré ça comme quelque chose de ma vie que je vais porter pour toujours, c'est-à-dire avec aucune solution. Là où je rejoins Ada, moi aussi c'est après une opération, après mon accouchement, que je vais me rapprocher d'une sage-femme qui va se rapprocher de moi et donc qui va m'ouvrir en fait cette porte, cet espoir, cette possibilité de voir les choses autrement. Et donc avec mon contact avec le docteur Foldès, donc une nouvelle vie qui va démarrer, et puis surtout une reconstruction aussi effectivement sexuelle avec un sexologue, un psychologue, mais beaucoup plus psychologique, beaucoup plus portée sur ma féminité, sur beaucoup de questions, sur ma confiance en moi, et puis aussi l'envie de porter un message aussi avec d'autres, enfin, donner cette possibilité à d'autres de... Excusez-moi, mais parlez tenez le micro plus près. Donc de donner la possibilité par mon engagement, mon envie de parler, mon témoignage, donner envie à d'autres personnes, en tout cas d'avoir cette ouverture, ce questionnement sur sa personnalité, sur sa sexualité,
qui va ouvrir énormément de choses positives sur ce qu'elle est en tant que femme et sur sa vie de tous les jours. Pour toutes les deux, en fait, c'est les conséquences lors de l'accouchement qui ont motivé le fait... enfin, voilà, vous avez des conséquences qui ont été peut-être douloureuses, pénibles, et c'est ça qui a motivé votre parcours ensuite, ou pas spécifiquement? C'est pas ce qui va motiver. Moi, c'est à ce moment précis, parce que je pose des questions et parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai eu ces difficultés qui, a priori, jusqu'au terme. J'ai eu personne, aucun dans le corps médical par exemple, je n'ai eu accès à personne qui m'a permis de me dire vous pouvez avoir des complications, voilà. J'avais des risques, donc j'avais aucune information. Donc moi je pars avec confiance pour cet accouchement et a priori jusqu'au dernier moment ça se passe bien. Sauf que voilà, les dernières heures, tout se complique. Donc forceps, épisio et compagnie. Et donc après, avec toute cette douleur-là, je ne comprends pas. Et donc je pose des questions autour de moi, y compris cette sage-femme qui a finalement ouvert cette porte. Voilà. Donc c'est les questions que je me posais avant, mais c'est elle qui me permet d'ouvrir, d'avoir une sorte de solution, une réponse, voilà, une porte ouverte pour aller rechercher les informations de la bonne direction. C'est voilà. Pas quand j'ai découvert au début de l'adolescence qu'il me manquait quelque chose, que j'ai posé des questions, ça dérangeait. Donc on rentre dans un certain mutisme en fait. On se tait, on occulte, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on se rend compte que la nature a bien fait les choses et qu'il nous manque un organe, et bien on répare. Parce que la nature fait bien son travail. Sous les poids des traditions, nos mamans se soumettent à faire perdurer l'excision. Mais je pense qu'au-delà de l'accouchement, parce que moi ça a été en fait une déchirure, voilà, c'était pas une épisio, mais la gynécologue elle s'en fichait parce que pour elle je chipotais puisque l'excision ne se fait plus sur ce territoire, il n'existe plus. Donc on voit vraiment qu'elle n'était pas informée et qu'elle n'était pas la personne à même de pouvoir me guider. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Foldès et de pouvoir mettre un mot sur ce mal. Parce que ça a été le seul à pouvoir répondre et me dire, mais de but en blanc, de quelle région, de quel type d'excision j'avais subi, quelle région. Et c'est un expert, en tout cas, dans ce domaine. Et jusque-là, personne n'avait pu répondre à ça. On a là 2 cas de jeunes femmes qui ont été excisées bébés, qui ne savaient pas qu'elles étaient excisées, donc qui n'avaient pas conscience de la chose. C'est typique, les réactions sont vraiment typiques, ils se rendent compte qu'il leur manque quelque chose, alors que les femmes de mon âge, par exemple, qui vivent l'excision dans une ambiance particulière, à qui on fait tout un lavage de cerveau, conditionnement psychologique, comme disait Emmanuel tout à l'heure, pour leur faire croire qu'il faut passer par là, il faut souffrir, donc le vivre autrement. Si vous voulez, je veux dire psychologiquement, mentalement, l'acceptation ou non n'est pas la même, voyez. Sinon, comme je l'ai dit, cette pratique a perduré parce que nos aînés ignoraient les conséquences. Et là, le docteur Foldès l'a bien expliqué, on ne savait pas trop exactement ce que c'était. On ignorait les dégâts que ça produisait plus tard sur la vie des femmes, sur leur vie sexuelle, aussi bien gynécologique qu'obstétricale, et sans compter tout ce que ça entraîne comme souffrance psychologiquement. Les complications sont tellement terribles, ce serait long de tout énumérer, mais c'est terrible. Chez les petites filles de moins de 3 ans, c'est 15% de morts. 15% de morts immédiates. Donc c'est comment peut-on tolérer une pratique qui met en danger de mort à ce point-là la population, alors qu'on va dépenser à juste titre des milliards de dollars sur le sida, la tuberculose ou le paludisme, qui ont des taux de mortalité immédiate bien inférieurs. Comment peut-il tolérer une pratique qui donne, c'est un peu moins de 15%, c'est entre 14 et 15% de morts immédiates. Ça, c'est la première chose. Deuxième chiffre, ce qui est l'impact maintenant prouvé sur ce qu'on appelle la morbidité périnatale, la façon d'accoucher. Déjà en Afrique, c'est très difficile d'accoucher parce qu'il y a de la malnutrition, il y a des bassins étroits, il n'y a pas d'obstétrique.
Donc, et les femmes, elles sont obligées de faire face à ça, ne serait-ce que pour reproduire le clan et la population. Eh bien, en plus, on va leur rajouter quelque chose qui va considérablement aggraver le danger d'accoucher, hein, et va transformer souvent cette épreuve en quelque chose de terrifiant, avec des conséquences qui peuvent être la mort, là encore, la mort de l'enfant, et les fameuses fistules vésico-vaginales qui sont un des traumatismes reconnus par l'OMS de toute l'Afrique. C'est 164 millions de femmes dans le monde, hein, qui met en communication leur vagin et leur vessie. Elles sont incontinentes, elles perdent leurs urines. Ce sont des traumatismes terribles, terribles. Et on sait maintenant que les mutilations sexuelles féminines sont un des facteurs principaux de ces fistules. Donc, ce sont deux choses absolument terribles qui donnent la mesure de la gravité de ce crime. Et dire que ça fait rien, qu'on peut très bien vivre avec ça, eh ben, c'est simplement pas vrai sur un plan scientifique. Maintenant, on sait que c'est aussi grave que ça, et je pense qu'il faut le dire. Alors, ces mutilations peuvent avoir des répercussions très graves aussi en termes d'infection spécifiques des régions génitales, lors de l'accouchement, mais aussi lors des rapports sexuels. Alors, on peut tout dérouler, hein. C'est-à-dire que si on revient, parce que là on n'est pas encore arrivé, il y a un moment dans ces débats où on dit les circoncisions, on en a. Bon. Le sexe de la femme, il ne sert pas qu'à faire joli, hein. Il sert justement. Et il sert forcément de n'importe quelle façon, c'est-à-dire même si la femme n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'elle va forcément avoir des rapports, parfois des rapports qui sont imposés et subis, et ensuite elle va être obligée d'accoucher. Et tout ça passe par son sexe. Et quand on mutile son sexe, tout ça va devenir plus difficile, voire dangereux, voire mortel, hein. Donc aller sur le plan sexuel, ça n'a rien à voir entre faire une circoncision et mutiler le sexe d'une femme, hein, qui va passer par un certain nombre d'étapes dans toute sa vie. D'ailleurs, on n'opère pas des excisions quand on cherche à les réparer. On répare un traumatisme global qui est la sommation de la mutilation initiale, la cicatrisation qui s'est produite après toujours très mal, plus tous les accidents de la vie, les rapports forcés, les épisiotomies et tout ce qui va se passer, les infections. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'une petite, entre guillemets, blessure au clitoris. Donc ça, c'est pour le sexe. Mais ça va ensuite impacter toute sa vie, ça va impacter le regard qu'elle porte sur elle-même, l'opinion qu'elle a d'elle-même, surtout quand elle va se mettre à se comparer à d'autres femmes. Puis vont venir les rencontres de la vie, donc le regard de son partenaire, les rapports sexuels, le problème de la fidélité, le problème du plaisir féminin. Et c'est marrant, et ça tu as tout à fait raison de dire ça, dire le sexe aussi, c'est déjà un réflexe machiste. Le sexe, c'est central pour la vie de tout le monde, et on est au centre. Quand on touche au sexe, on touche à la totalité de la personne humaine, et il faut bien s'en rendre compte. Donc les conséquences touchent la totalité de ce qu'est une femme, sur le plan physique et psychique et personnel. D'un point de vue psychique, ça peut avoir des répercussions sur la santé mentale, anxiété, angoisse, tout le panel des problèmes psychiques peuvent être liés à ça. Mais maintenant, on a une nouvelle connaissance aussi, c'est le choc traumatique et le syndrome post-traumatique, c'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, quand il y a un attentat, c'est 40% des personnes qui ont été victimes de l'attentat qui vont développer un syndrome post-traumatique. Quand on a été victime de viol, c'est dans 80% des cas, on va développer un syndrome post-traumatique. Les femmes mutilées, elles sont 70% à avoir un syndrome post-traumatique. Alors ça veut dire, avec un oubli, je veux dire qu'on rencontre beaucoup de femmes qui ont été mutilées entre 6 et 15 ans, qui n'ont pas de souvenir, par exemple, de leur mutilation. Et ça, c'est même pas imaginable en vrai, parce que c'est d'une telle douleur et d'une telle souffrance que c'est parce qu'il y a un syndrome post-traumatique qu'on a oublié. Et ça veut dire que, bon, on a oublié ça, mais on a oublié des tas de trucs. Ça peut donner des vraies déficiences de la mémoire qui s'accompagnent. Par exemple, on peut avoir des difficultés d'apprentissage, on peut avoir des choses comme ça, parce que justement, pour ne pas penser à ce truc affreux, eh bien, tous les mécanismes de mémoire sont mis en échec. Donc on peut avoir ça, mais on peut aussi avoir une représentation du sexe douloureuse, sans savoir pourquoi. Et quelquefois, à l'examen, on voit des filles, rien que de se rapprocher, hop, tout se resserre, parce qu'il y a une terreur corporelle. Et puis, on va avoir
des cauchemars, des images un peu projetées, qui vous donnent l'impression de penser des trucs bizarres, sans comprendre, puisqu'on a rompu le lien. Et donc on a un peu l'impression d'être folle, et ça c'est terrible. Hein. Et simplement en redonnant du sens à ça, quelquefois, on va mieux. Et ça se soigne aussi. Les gens qui viennent vous... Elle veut dire quelque chose, ma voisine. Pardon, excusez-moi. Je voulais rajouter quelque chose sur le côté traumatique. Parce que moi, par exemple, j'étais infirmière de profession et j'ai été excisée à 10 ans. Et le premier accouchement que j'ai vu pendant ma formation, j'avais 17 ans. Et donc, comme mon excision ne s'était pas bien passée, et que 2 ans après, il a fallu m'hospitaliser pour corriger et arranger pas mal de dégâts, donc j'ai commencé à faire des cauchemars. C'est vrai, il y a un grand traumatisme parce que j'avais cette vision d'un sexe de femme éclaté par la tête monstrueuse d'un enfant. Autrement dit, l'angoisse de l'accouchement est venue se superposer sur la douleur vécue 2 fois de suite de l'excision et aussi de la réparation où j'étais obligée de rester couchée à plat pendant plus d'1 mois, pas trop bouger, bref. Donc c'est vrai que ce que vous dites, Emmanuel, il y a un gros traumatisme qui se fait et cette peur finalement, moi, ne m'a jamais quittée, si bien que j'ai décidé de rester célibataire, devenue jeune fille. Voilà, devenue femme, j'ai opté pour le célibat suite trop peur d'accoucher. Et la peur d'accoucher a été tellement forte que je n'ai jamais accouché. Voyez-vous, à l'âge où je suis, le seul enfant que j'ai eu, je l'ai eu par césarienne. Donc je n'ai pas connu même les douleurs de l'accouchement, tant le traumatisme était fort. Voilà, concernant ce sujet, bon, je pense que nous, en tant qu'association, nous avons affronté ce thème il y a plusieurs années, différemment. Donc, si j'ai dit différemment, donc, et chacun a sa façon de lutter. Voilà, donc, on sait que les féministes ont fait beaucoup de travail donc, dans le cadre de cette lutte. Et nous, en tant qu'association malienne, nous avons dit il faut vraiment prendre ce problème à bras le corps. De quelle manière? On sait que bon, cette pratique, malheureusement, qui était un peu liée plutôt aux faits religieux, dire que voilà, c'est la religion qui le recommande. Et donc, ça, c'était un poids très lourd donc, qui faisait partie de cette tradition. Donc, dans un premier temps, on s'est renseigné auprès de plusieurs marabouts, donc des gens qui connaissent très bien le Coran. Donc, on s'est rendu compte que bon, cette tradition n'a rien à voir avec la religion musulmane. Donc, ça, c'était un premier acquis au début. Deuxième acquis, donc, on s'est basé sur vraiment des spécialistes, donc, des médecins, des sages-femmes, ainsi de suite. Donc, on faisait régulièrement des réunions de sensibilisation et surtout le 1er décembre chaque année, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et autour de cette maladie, donc, on aborde beaucoup de sujets, tels que l'excision, tels que les mariages précoces. Donc, à chaque débat, nous avons toujours mis en avant les marabouts, donc, qui jouent un grand rôle donc, dans cette tradition, et en même temps des professionnels de santé. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, les marabouts qui étaient plus ou moins unanimes que ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, ça, c'était déjà bon, le premier combat gagné. Deuxième chose, les professionnels de santé. On a choisi vraiment, donc on a fait le choix de faire ce débat, ce travail avec des professionnels de santé maliens, africains. Parce que bon, si un Toubab qui, comme un Toubab qui aborde ce sujet, donc vraiment, bon, ça serait mal perçu, mais nous avons plutôt privilégié des professionnels de santé africains, maliens en général, donc pour vraiment parler des conséquences de cette pratique sur la santé de la femme et de l'enfant. Donc, et aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de femmes au niveau de Montreuil ont été sensibilisées à ça, et je peux dire qu'en commençant par ma propre épouse, lorsque je l'ai fait venir, notre premier enfant c'était une fille. Après sa naissance, quelques semaines après, la première question c'était de chercher une excision pour l'exciser.
heureusement, on est en France. Sinon, si on était au pays, et malheureusement, beaucoup de filles sont excisées à l'insu de leur père. À l'insu de leur père, parce que les femmes pensent que c'est une pratique qui concerne les femmes, les hommes n'ont rien à voir. Donc les enfants, les filles sont excisées sans l'autorisation et sans que le père ne soit au courant. Et je peux dire que j'ai 4 filles ici, elles ont la chance de voir le jour ici. Donc voilà, lorsque j'ai dit à ma femme, il n'est pas question de l'excuser, elle n'était pas contente. Bon, 2, j'ai dit, bon, on est dans un pays où c'est interdit. Je sais qu'elle n'était pas contente, mais heureusement pour elle, on est là. Nos vieilles mamans ne sont pas là. Sinon, bon, si nos vieilles mamans étaient à côté, malheureusement, ma pauvre fille allait être excisée sans mon accord. Donc aujourd'hui, je peux dire que ma propre épouse, aujourd'hui, fait partie des gens qui combattent cette tradition. Parce qu'elle a fait des enfants, tout ce que je viens d'entendre au moment des accouchements, voilà tout ce que j'ai entendu, elle aussi, elle est consciente de toutes ces difficultés. Donc aujourd'hui, et je pense quand même, bon, c'est à travers cette sensibilisation, à travers les professionnels de santé, à travers bon, des religieux, que peut-être on pourra sensibiliser donc, nos mamans et nos sœurs. Parce qu'en 2009, j'étais à Bamako au moment de l'adoption du code de la famille, qui a soulevé beaucoup de tollés. Donc, bon, juste après l'adoption, il y a eu une manifestation des associations féminines pour remercier les parlementaires le fait d'adopter ce code où il y a vraiment des acquis pour les femmes. Mais ce jour-là, donc, j'étais avec le premier vice-président dans son bureau, aujourd'hui qui est le président intérimaire de l'Assemblée nationale. Parce que les femmes revendiquaient en même temps l'interdiction de l'excision. Bon, ce premier vice-président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, qui est président de l'Assemblée par intérim, disait, voilà, donc, et je pense quand même les femmes, aujourd'hui, les associations féminines qui sont engagées dans la lutte contre l'excision, bon, doivent plutôt privilégier un travail de sensibilisation auprès de leurs sœurs, de leurs parents, donc au niveau des campagnes, parce que dans les villes, je peux dire que bon, de gros efforts ont été faits au niveau des grandes villes. Ce qui reste maintenant, la tradition persiste au niveau des campagnes, au niveau des villages. Donc, je pense quand même pour pouvoir arriver à un résultat satisfaisant et avoir des acquis aujourd'hui, je pense quand même que ce travail de sensibilisation auprès des populations concernées est indispensable pour que les gens puissent abandonner cette pratique volontairement, sans pression et sans vraiment, puisqu'on a beau voter des lois, si les populations ne sont pas concernées, malheureusement, clandestinement, la pratique va continuer et dont les enfants, la vie des enfants, la vie des femmes seront toujours en danger. Donc, c'est pour cela, donc, lorsque j'ai été contacté par Bafikoul, bon, j'ai dit, il n'y a pas de plan, je serai prêt à venir témoigner. Je vous remercie. Je suis là sous 3 étiquettes. En tant que militante féminine et féministe, et en tant qu'élue ici de l'immigration malienne, et aussi en tant que victime de cette pratique. Je vais commencer déjà par la dernière. J'ai été excisée et j'avais 7 ans quand j'ai été excisée. Donc, je n'étais pas bébé. Pourquoi 7 ans? Pourquoi attendre 7 ans pour me faire cette pratique? Tout simplement ce que la Sana venait de dire, beaucoup de petites filles sont excisées sans que les pères soient au courant. Ça, il faut le dire. Il y a beaucoup de pères aujourd'hui qui ne souhaitent pas que leurs enfants soient excisés. Et ces pères-là, il faut les saluer leur courage. Je suis la fille unique de mon père, qui a eu la chance, au temps colonial, de faire des études, d'aller à l'école, malgré le poids de la société, qui m'a toujours protégée contre cette pratique. Mais jusqu'à sa mort, il n'a jamais su que j'ai été excisée. Voilà. Donc, et les conséquences j'ai été excisée par la famille de mon père, sans que ma mère non plus ne soit associée. Lors d'un séjour de vacances,
Et pourtant, on vivait en Afrique à cette époque. C'était pas en Europe. Il vivait en Afrique, mon père, et il m'a protégée en Afrique à cette époque-là. Et y compris ma mère. Mais elle a gardé quand même les souvenirs, géré, je peux dire, cette question qui est devenue un secret familial entre la famille de mon père et ma mère, qui ne souhaite pas non plus que je sois excisée, mais vu le poids de la société qui n'a pas pu non plus se manifester, le fait qu'elle l'a appris une semaine après. Les conséquences sont énormes quand même sur le plan social, que ce soit en Afrique ou ici. Moi, je vais parler un peu des conséquences. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, il y a une reproduction quand même de cette pratique, pas seulement en Europe, en Afrique aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ont été sensibilisées, mais vu le poids de la société qui continue à pratiquer l'excision. Et ça, c'est un. Deux, malheureusement, beaucoup de petites filles en France, ce qui n'est pas dit, parce qu'il y a beaucoup de choses non dites dans la communauté africaine, qu'il faut aussi éclairer, c'est le fait de dire, ben voilà, la loi nous interdit de le pratiquer en France. Du moment où l'enfant n'a plus l'âge, l'enfant dépasse cet âge de 7 ou 8 ans, et ben, on fait ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ça il faut le dire, tout le monde le sait dans la communauté, même si c'est un tabou. À un certain moment donné, il faut que, c'est ce que j'ai dit tout le temps, il faut que les Maliens, je parle par rapport à l'exemple de la communauté malienne, il faut qu'on soit clair. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut aider à combattre cette pratique jusqu'au bout? Est-ce qu'on veut jouer au double jeu, c'est-à-dire et accepter de protéger les enfants quand ils ont un certain âge par rapport à la loi du pays d'accueil, et après partir en vacances ou en catimini pour les faire exciser quelques semaines ou quelques mois avant le mariage des filles? Ça aussi, c'est une réalité que toute la communauté et les communautés sont au courant. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer sans démagogie. Moi, je pense que si on doit se battre contre cette pratique du début jusqu'à la fin, pas une question de loi. Moi, ce n'est pas le côté juridique qui m'intéresse. C'est qu'il y a une pratique qui vous handicape à vie, physiquement et psychologiquement. Et voilà, et qui ont des conséquences énormes qui doivent être interdites. Point. Et sans compter un accouchement que j'ai gardé de mauvais souvenirs, il faut le dire, et que j'ai mon fils unique que j'ai failli perdre aussi. Et voilà, avec plusieurs semaines d'hospitalisation et voilà, de situations qu'on ne peut pas vivre et accepter que cette pratique puisse continuer, quelle que soit sa position sociale dans la société dans laquelle on vit. Et voilà, donc aux Femmes Solidaires aujourd'hui, je suis en tant qu'élue de Femmes Solidaires depuis une vingtaine d'années. On se bat quand même contre cette pratique depuis des années. Et moi, ça a été mon combat de toute ma vie et ça sera mon combat de toute ma vie. C'est pour cela on travaille avec pas mal de réseaux et en même temps avec surtout l'association de la communauté djiboutienne et éthiopienne dans la zone des Afar pour protéger les jeunes filles qui sont excisées. Et aujourd'hui, ces interventions, depuis une quinzaine d'années, notre intervention, je peux dire, a quand même permis à protéger pas mal de jeunes filles. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques mois, il y a une des petites filles, la première petite fille dans cette zone non excisée qui s'est mariée, qui était une victoire. Et une bataille qui n'est pas terminée. Parce que c'est la phase quand même la plus compliquée qui se passe dans cette zone des Afar, et où une population nomade livrée à elle-même sous aucun contrôle de l'État sur le plan sanitaire. Et donc, c'est des situations qu'on ne peut pas laisser
continuer à faire qu'on soit africaine ou pas. Et voilà, donc je pense que nos coutumes, certaines coutumes de notre société doivent évoluer. Voilà. Je profite de ce que j'ai le micro et pour remercier M. Niakaté de son intervention, et je suis tout à fait satisfaite et heureuse de connaître les efforts qu'il déploie pour convaincre ses compatriotes. Alors dites-moi, monsieur, quel est l'argument que vous employez et qui peut marcher? Parce que ça nous manque peut-être d'avoir votre parole sur ce sujet. Je pense quand même qu'il y a deux arguments que j'ai dit tout à l'heure. Le premier argument, c'est le côté religieux. Parce qu'on a toujours entendu que l'excision, c'est la religion qui nous impose. Ça fait partie de la religion. Aujourd'hui, il y a presque l'unanimité autour de ça, que ça n'a rien à voir avec la religion. Donc ça, c'est le premier acquis. Donc une première vraiment condition pour convaincre les gens. Deuxième condition, donc voilà, du moins que ça n'a rien à voir avec la religion. Aujourd'hui, une femme excisée, quelles sont les conséquences sur la santé de la femme, même sur la santé de l'enfant? Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas professionnel de santé, mais on a toujours travaillé avec les professionnels de santé, des infirmières, des médecins, on a fait des débats. Hein, donc, et voilà, pour convaincre les gens. Bon, un médecin qui dit, voilà, bon, une femme excisée au moment de l'accouchement, voilà les complications, et ainsi de suite. Donc, je pense quand même toute femme qui est assise, qui a déjà accouché, va donner raison au médecin, ainsi qu'à l'infirmière. Donc, aujourd'hui, je pense quand même, compte tenu de ces complications sur le plan de santé, et compte tenu du sujet tabou et religieux, aujourd'hui, je peux dire que bon, des femmes ont été convaincues, en commençant par ma propre épouse. Voilà. Donc, et je pense quand même, bon, voilà, moi-même, comme j'ai dit, bon, chacun a sa façon de travailler, chacun a sa façon de lutter contre quelque chose. On sait que malheureusement, la manière dont les féministes essaient de combattre cette pratique qui qualifie de tradition barbare et inhumaine, bon, pour nous, bon, c'est un message qui a du mal à passer. Donc, mais il faut utiliser des arguments convaincants pour que les femmes, les gens soient sensibilisés, surtout les femmes, qui sont les premières concernées. Donc, pour que, bon, une fois qu'elles sont convaincues de l'utilité de cette tradition et de cette pratique, et je pense quand même, elles vont abandonner volontairement. C'est que, bon, madame disait tout à l'heure, une femme qui n'est pas convaincue ici, et compte tenu donc des lois, bon, donc d'interdiction, c'est que sûr, malheureusement, bon, à n'importe quel moment où la fille sera au pays, c'est que sûr, bon, la fille sera excisée. Et dans le milieu Bambara, par exemple, au Mali, bon, donc, avant, l'excision se faisait avant le mariage, ce n'est pas juste après la naissance. Donc, c'est à 14 ans, 15 ans, la fille est excisée, peut-être moins d'un an, bon, quelques mois après, elle est mariée. Et, tandis que dans le milieu soninké, par exemple, c'est juste après l'accouchement. Donc, et voilà, bon, combien de bébés bon, donc, perdent la vie, et combien de bébés vraiment, bon, surtout au moment de l'accouchement, surtout un sujet tabou lorsque moi j'étais enfant au pays, j'ai toujours entendu, bon, c'est tout à fait normal que le premier enfant d'une femme meurt. Tout à fait normal. Voilà, ça c'est vraiment le hasard, c'est un fait de Dieu qu'en général, le premier enfant n'a pas une chance de survivre. Sans être conscient que c'est lié à l'excision. Voilà, donc, voilà. Non, mais moi ce qui m'intéresse, oui, c'est de savoir ce que vous dites aux hommes, aux pères. Comment est-ce que vous vous adressez aux pères plutôt qu'aux mères? Puisque lorsque... enfin, ce sont les pères qui ont l'argent, qui payent et qui peuvent, ici, lorsqu'ils sont ici, ils ont été informés depuis le temps qu'on fait passer les messages. Depuis le temps, vous savez qu'en 1983, l'Assemblée des Maliens de France a fait passer le rassemblement des travailleurs maliens a fait passer un message 1983 pour mettre en garde ses compatriotes. Messieurs, arrêtez de faire exciser les bébés sur le territoire français depuis 1983. Alors, oui, donc je voudrais savoir ce que les pères, ce que vous dites aux pères, et quels sont, parce que les pères qui sont ici, s'ils disent au village, quand ma fille ira
ira là-bas, si elle revient excisée, bon, non seulement je risque d'aller en prison, mais moi je décide de ne plus vous envoyer d'argent. Est-ce que vous croyez que la fille, elle sera... Bon, Cette connexion ne se fait pas. Moi je pense quand même... Cette connexion ne se fait pas dans le cerveau. Bon, moi je pense quand même en ce qui concerne les hommes, donc les hommes, comme je disais tout à l'heure, cette excision, il y a peu d'hommes qui sont concernés donc par cette tradition. Et voilà, donc aussi, et ça c'est un. Et deux, en tant qu'homme, moi j'ai dit, par exemple, j'ai 4 filles, ma première fille a 22 ans, elle vient d'être mariée. Et je sais que si ma maman et ma pauvre maman ou ma belle-mère étant au pays, j'ai beau dire, n'excisez pas ma fille étant en vacances là-bas. Peut-être une chance sur 10, je serai écouté. Parce que ils peuvent me dire que je suis devenu tout bas. Donc il ne faut pas qu'on m'écoute. Devenu tout bas, donc j'ai perdu la tête, il ne faut pas qu'on m'occupe. Parce que pour eux, je n'ai pas l'intérêt de la fille. Parce que voilà, donc et moi je sais que par exemple, la femme qui décide d'exciser sa fille, c'est compte de l'ignorance. Elle pense qu'elle fait du bien à sa fille. Elle n'est pas consciente qu'elle fait du mal à sa fille. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons privilégié ce travail de sensibilisation sur le plan sanitaire, sur le plan santé, pour que les gens soient convaincus donc, de toutes ces difficultés. Un père qui se rend compte que, en excisant ma fille, qui est appelée à se marier demain, qui aura des complications au moment de l'accouchement, et qui aura ma femme qui aura tous ces problèmes, et l'enfant qui risque de mourir, et je pense quand même l'homme va réfléchir avant de décider de dire il faut exciser ma fille. Mais s'il n'est pas conscient de tous ces dangers, donc pour lui c'est l'interdiction seulement qui est là, il y a une manière de contourner, donc s'il y a l'occasion de contourner, on contourne. Il y a la dame qui veut parler là. Je voulais juste rebondir à la question qui a été posée à la Sana. Par rapport aussi à mon parcours personnel et militante. Et au début, avec Manu, salut Manu, et dans les années 94-95, quand on avait commencé, moi j'étais très jeune à cette époque, qu'est-ce que j'entendais dans la communauté? Mais vous êtes trop jeune pour comprendre. Attendez que vous puissiez grandir encore pour comprendre que c'est quelque chose de bien pour vous. Et ça venait quand même beaucoup des hommes. Et il y a une chose aussi qu'il faut entendre. Et au niveau universitaire, des étudiants, quand même universitaires, qui n'étaient pas très bien préparés par rapport à cette question. On a essayé, je pense que tu te rappelles, avec Simone, Simone Bernier, notre copine de Saint-Denis qui a beaucoup travaillé sur cette question en partenariat avec le service de planning familial de l'université de Paris 8. Et c'était impossible de discuter avec les étudiants africains sur la question. Impossible. Et qu'aujourd'hui, moi je vois beaucoup de ces hommes qui sont aujourd'hui des hommes, avant c'était des jeunes garçons, qui sont des hommes aujourd'hui qui militent avec moi contre l'excision, qui nous disaient, mais à cette époque-là, c'est des choses inimaginables. Des garçons qui nous disaient, il n'en est pas question que je puisse épouser une fille qui n'est pas excisée. Aujourd'hui, qui militent avec nous. Donc, je pense qu'il faut faire confiance, à la sensibilisation, mais sans pour autant, sur le territoire français, quand même nous sommes dans un pays de droit, ignorer la question de la répression. Donc je pense que les deux volets vont ensemble. C'est pour cela, en tant qu'élu, mais en même temps, en tant que malienne issue de l'immigration malienne sur le territoire français, je me suis battue avec notre réseau Femmes Solidaires et nos partenaires maliens pour que les deux volets soient inscrits dans la loi malienne, même si le gouvernement, l'ancien gouvernement malien n'a pas osé, n'a pas eu, je peux dire, n'a pas voulu faire le choix politique, parce que c'est d'abord un choix politique d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire mettre
du paquet sur le volet sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser. Pourquoi il faut sensibiliser aussi? Nous sommes dans un pays comme le Mali où il n'y a que 2% des femmes qui sont scolarisées, qui arrivent à aller jusqu'au niveau universitaire. Donc, si on doit faire des sensibilisations, ce qui me choque souvent parce que j'ai accès aux chaînes maliennes, et les sensibilisations sont faites en français, à une langue que la majorité ne maîtrise pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on doit continuer un partenariat avec les pays d'origine, il faut travailler sur le volet de sensibiliser la femme avec des langues qu'elles comprennent. Voilà. Et avec des services, surtout le planning familial au Mali a joué un rôle important sur cette question et qu'il ne faut pas ignorer. Voilà. Oui, je vais lui donner. Je voulais lui dire quand même que l'AMSOPT, je ne sais pas si vous connaissez l'AMSOPT. L'AMSOPT avec Khadija, ils ont quand même fait un travail assez considérable, puisque des travaux de sensibilisation ont été faits dans la langue du pays. Ils se sont déplacés localement, ils ont touché quand même plusieurs villages. Je voulais vous dire que dans ce sens-là, quand même, ils parlent, ça je l'ai vu, hein, ils parlent avec la langue du pays, ils parlent des dégâts de l'excision, et les hommes et les femmes écoutent vraiment avec beaucoup d'intérêt. Banana sira dodo